pourrez les poser dans le cadre de ce qui s'appelle le chat, c'est-à-dire un espace de discussion que vous connaissez bien maintenant sur le Zoom. Alors, très rapidement, parce qu'il est toujours très, très difficile de tout raconter d'un homme, mais Dov Maimon habite à Jérusalem. Il est directeur de recherche au Jewish People Policy Institute, ce qu'on appelle ici le JPPI. Il est en particulier notamment l'auteur d'une étude portant sur le judaïsme européen en 2030, où s'esquissent différents scénarios possibles pour le devenir des communautés. C'est un ingénieur, il a été formé au Technion de Haïfa, il est diplômé de l'ENSEAD de Fontainebleau en management, professeur aux universités de Ben Gurion et de Har HaTzofim, le Mont Scopus à Jérusalem. Il travaille en particulier sur les rapports entre histoire, religion et politique. Il est membre de diverses commissions gouvernementales israéliennes et il a notamment coordonné la task force du gouvernement israélien sur l'avenir des Juifs en France. Et je n'en ai dit qu'une toute petite partie, j'espère que Dov ne m'en voudra pas. Alors voilà, je te laisse la parole et tu vas essayer de nous éclairer par rapport à la question posée. Voilà. Alors, d'abord, merci Jean-Charles et merci Monsieur Derry, que je rencontre ce soir. On s'était peut-être vu au Fonds social, mais en tout cas, c'était il y a longtemps. Et ça m'a donné un peu l'opportunité de réfléchir à ce que veut dire cette histoire de sépharditude, comme on parle de négritude ou de séphardité ou séphardisme. En fait, quelque chose qui est en rapport avec séphardité. Ça m'était déjà arrivé d'y réfléchir un peu quand j'étais passé à Montréal et que je voyais les gens qui se posaient cette grande question de ce que ça veut dire être séfarade. Et là, maintenant, je vais vous faire d'une manière un peu provocative, comme vous l'avez vu un peu dans le titre, cette rencontre incroyable entre la séphardité et vous allez voir, je vais commencer par mon parcours un petit peu et vous allez voir, et ensuite la question qui se pose, c'est quelles sont les modalités de la séphardité aujourd'hui dans mon vécu et qu'est-ce que je transmets notamment à mes élèves ou à mes enfants, etc. Alors, mon intervention ce soir n'est pas une grande synthèse structurée. C'est volontairement que je ne veux pas faire une synthèse. Au contraire, c'est précisément le contraire que je veux faire avec vous. C'est une promenade. J'ai accepté l'invitation de la Fédération des associations séfarades de France pour ouvrir une conversation qui, j'espère, deviendra un débat d'idées important et significatif. Je vais vous dire pourquoi. J'annonce d'emblée la couleur. On ne peut être bien dans ses baskets que si on s'accepte tel qu'on est réellement, si on s'accepte avec ses incohérences. Donc, je ne ferai pas ce soir de polissage, je ne laisserai pas les contradictions, je laisserai les contradictions en état. Ça veut dire que pour moi, les relations que j'ai avec ma dimension séfarade sont une relation ambivalente, complexe, certainement pas quelque chose de simple que j'accepte, c'est plutôt des relations complexes. Et c'est un peu ça dont je vais vous parler. Et puis, on va voir tout ce projet. Donc, il va passer d'abord dans un rejet, d'un refoulement, d'une histoire assez simple que beaucoup de nous ont vécu et que vous allez voir autour de vous. Et je vois des amis à moi qui font des études sur les Juifs de France ou les Juifs séfarades d'une manière plus générale et qui racontent aussi ce rapport un peu ambivalent envers l'arabité, envers la séphardité, envers toute cette relation-là. Donc, tout ça, c'est important pour nous. Donc, je pose donc ce soir avec vous les prémices d'un débat qui est essentiel à nous tous pour mieux comprendre ce qu'on a gardé. Ce qu'on a gardé, ça veut dire que c'est évidemment d'une manière éminemment sélective. On n'a pas tout gardé. Mes parents viennent de Gabès, à côté de Djerba. J'ai pas gardé le mode de fonctionnement de Djerba. Les femmes mangent pas par terre chez nous dans la cuisine. On leur jette pas les os et si on est gentil, on leur laisse un peu de viande sur les os parce qu'on est très gentil, qu'on est très 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 généreux. Vous comprenez, on est des hommes, des bons hommes. Voilà. Donc on n'est pas là-bas. Je crois pas que pour la première fois, il y a 2 semaines, pour la première fois, une de mes filles, on a fait un aîné, un Hanna, alors que évidemment c'était quelque chose qui nous paraissait pratiquement aberrant jusqu'à présent, mais bon, c'était l'autre famille qui a voulu, donc on n'a pas voulu s'opposer. Pour nous, c'est quand même quelque chose d'un peu bizarre, tout ça. Voilà, donc, mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est quoi ce débat? Je pense que ce débat est important pour nous, puisque j'ai dit, on ne peut être à l'aise que si on n'est pas dans la théâtralité, si on n'essaie pas de rejeter des parties de nous-mêmes. Or, il y a une partie de nous qui est cet héritage
qu'il soit conscient ou inconscient, des centaines d'années passées par nos parents, nos ancêtres en terre arabe et musulmane. Nous avons vécu là-bas et on peut pas dire que parce que je suis né à Paris, que tout ça a été effacé. Il nous reste quelque chose, c'est ce que la Kabbale appelle le reshimo, c'est-à-dire un genre de résidu inconscient, pas forcément visible, comme le parfum qui reste dans une bouteille de parfum une fois qu'on l'a vidé, il reste quelque chose. Et voilà, c'est ce dont je voudrais un peu vous parler. Qu'est-ce qu'on en fait, surtout? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça dans notre tête? Donc, je vous cache pas que certains de mes meilleurs amis sont séfarades. Hein. Je me dis, je vous cache pas, j'ai rien contre les séfarades, même des très bons amis, certains sont présents, sont séfarades, c'est très bien d'être séfarade, j'ai rien contre, mais j'ai pas forcément quelque chose de pour. Je vous cache pas, je sais pas exactement quoi pour, mais on va en parler parce que vous allez voir qu'il reste quand même quelque chose et c'est ça. Donc, ceux qui parmi nous ont vécu au Maroc ou en Tunisie ne se retrouveront peut-être pas totalement dans mon discours. J'ai vu ce Shabbat, on avait un Shabbat Ratan de ma fille, il y avait des gens qui venaient directement du Maroc, qui habitent encore au Maroc, et pour eux, toute la dimension séparate, je réfléchissais à l'invitation de Jean-Charles, j'essayais de comprendre qu'est-ce qu'ils ont ces gens bizarres, etc. Et qu'est-ce que j'ai à voir avec eux, est-ce que j'ai quelque chose à voir avec eux? Et je voyais que chez eux, c'était quelque chose d'évident, la maroquinerie, le Maroc, tout ça, c'était très clair. Et pour moi, c'est beaucoup moins évident. Donc, je n'ai pas de nostalgie de la Goulette ni des plages de Casablanca. Pour moi, l'Afrique du Nord est une histoire passée, donc je vous le dis d'une manière un peu crue. C'est une histoire passée, un accident biographique. Donc, je ne suis ni fier ni pas fier. C'est un fait historique, un fait familial qui est marqué dans mon être et qui d'ordinaire n'apparaît nulle part dans mon vécu réfléchi. D'accord? Donc, c'est peut-être inconscient, mais quand il n'est pas conscient, il est peut-être encore plus fort. Mais au niveau de mon vécu, vous me demandez est-ce que tu as réfléchi maintenant en tant que juif, en tant que francophone, en tant qu'israélien ou en tant qu'autre chose? Je ne crois pas que ça apparaît réellement d'une manière consciente et pourtant, c'est omniprésent. Voilà. Et pourtant, ce fait séfarade est omniprésent de temps en temps, sans crier gare. Il apparaît au détour d'une odeur de coriandre ou de boulette, au détour d'un débat sur le rapport à celui qui est différent et qui a transgressé les normes sociales. Tout d'un coup, je découvre, à ma grande surprise, que je suis le seul dans mon groupe de chercheurs ou de décideurs qui ne pensent pas comme les autres et qui avance une proposition plus humaine, plus empathique, plus généreuse, plus chaleureuse envers celui ou celle qui ne respecte pas la norme. Je voyais il y a 3 jours une réunion ici où on parlait de professeur Yadid Yashtel, professeur Shlomo Fischer qui était avec moi, et on parlait de comment on doit se comporter envers les gens qui ont coupé les ponts avec la judaïté. Et il me disait, moi, mon grand-père était le beau-père de ma femme, donc le beau-père, donc le père de ma femme avait un frère dont je n'ai jamais entendu parler, que je n'ai jamais vu et qu'on n'a pas fait le deuil sur lui parce qu'il s'est marié avec une non-juive. Et l'autre qui rajoute, l'autre compère qui rajoute, ben moi aussi, voilà comment on a fait, nous aussi, on a coupé tous les ponts, etc. Des choses. Et moi, je me disais, tiens, tout à coup, je me rends compte que je ne suis pas comme eux. Évidemment, les gens avec qui je travaille, que ce soit dans les commissions gouvernementales ou que ce soit dans mon travail au JPPI ou ailleurs, on ne voit pas vraiment de séfarades. Il n'y a pratiquement pas, je ne crois pas qu'il y en a. Tout simplement, j'en vois aucune. Donc, tout à coup, je me suis rendu compte que j'avais quelque chose qui était peut-être lié au fait séfarade, d'avoir quand même une plus grande acceptance, une plus grande ouverture à l'autre. Donc, c'est peut-être ça apparaît justement, évidemment, l'identité apparaît tout le temps quand on est différent, quand tout à coup, on se retrouve dans une situation de test et on voit on réagit d'une manière différente des autres. Donc, ce débat d'idées pourrait prendre la forme d'une rencontre annuelle ou mensuelle. Là, vous faites un truc bi-hebdomadaire, mais c'est très bien. Un peu comme le colloque des intellectuels juifs de langue française, il faudrait se poser cette question, qu'est-ce que ça veut dire pour nous être qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui après tellement d'années dans les académies, dans les universités, en ayant vécu aux États-Unis, en ayant vécu en France, en ayant vécu en Israël, et pourtant il nous reste quelque chose et qu'on partage parfois, cette sensibilité, ce sentiment très proche qu'on retrouve avec des gens qui ont vécu aussi cette même histoire, ce même couscous, ces mêmes gestes, etc. Donc, il n'y a rien. Alors, j'ai fait le choix d'un discours narratif, un récit de vie, une promenade, je vous l'ai dit. Il n'y a rien de plus facile pour moi que de faire une étude de synthèse, ce que je fais au quotidien. Mon travail, c'est de faire des études de synthèse, des rapports qu'on présente au gouvernement
ou à différents décideurs. Évidemment, chez nous, c'est très clair, c'est très structuré, il n'y a pas de mots en trop, on n'est pas en train de faire des récits narratifs, on est en train de raconter, voilà les points, 1, 2, 3, 4, 5, voilà les conclusions, voilà les implications, voilà les recommandations. Voilà comment on travaille, et ben, comme dans un business, comme dans le monde des décisionnaires. Et il n'y a pas de place ici pour le sentimentalisme ou pour parler de ses sensations, etc. Donc, on tire des conclusions, voilà, exact. Mais ici, c'est exactement le contraire. Ce que je veux faire avec vous, c'est volontairement ouvrir mon cœur avec vous et partager, parce que je veux partager avec vous pour vous inviter à un discours, à une réflexion sur ce qui nous reste de cette séphardité. Pour certains, c'est conscient, pour d'autres, c'est moins conscient. Alors, je m'inspire dans ce cadre-là du modèle talmudique où on conjugue à la fois des petites histoires, la morale, des réflexions selon le modèle de la pensée orientale. Donc, on n'a pas une pensée synthétique, vous voyez, une pensée comme quand on lit du Kant ou du Hegel, etc. Ce n'est pas des énoncés philosophiques, c'est plutôt le Talmud est tout le temps fait de ce mélange, ce dialogue, ce balancement entre d'un côté on raconte des histoires, de l'autre côté on en tire des conclusions, les autres encore une fois on va tirer de la morale, on va apporter des faits historiques, etc. Tout ce mélange-là, évidemment, c'est en lié à l'orientalisme, c'est lié à notre vécu, donc notre vécu oriental. Donc c'est un peu de ça, donc j'ai essayé d'adopter ce mode de fonctionnement qui n'est pas évident, mais qui a beaucoup d'avantages pour essayer d'approcher un sujet aussi délicat que celui qu'on aborde ce soir. Et qui, pour moi, c'est la première fois, évidemment, que j'en parle, même si je donne beaucoup de conférences dans ma vie. Et je n'ai jamais parlé de ce sujet-là, qui est un sujet complètement caché, que j'avais mis sous le tapis, comme vous allez le voir dans un instant. Voilà. Maintenant, ceux qui parmi vous me connaissent savent combien le sujet est loin de moi. Il s'agit pour moi d'une identité recomposée, la séphardité. La séphardité ne fait pas partie de mon ADN, ou plutôt si, et je vous invite à le découvrir avec moi, en quoi cette séphardité fait partie de mon ADN. Alors, parcours de vie, une histoire simple, je suis né à Paris, je suis allé à l'école publique, et dans les yeux d'enfant, ça ne laissait pas de place à l'arabité ni au particularisme juif. Nous étions des pauvres immigrés maghrébins. Les parents sont arrivés de Tunisie avec 50 francs en poche et une chemise, ce qu'on leur laissait pour partir. On habitait dans un petit appartement très réduit de, je ne sais pas, 20 ou 30 mètres carrés avec tous les enfants, etc. Donc, un minuscule appartement. On avait intégré le complexe du colonisé dont a parlé Albert Memmi, sur lequel nous reviendrons cette idée, où tout à coup, on reconnaît qu'on est vraiment inférieur et que là, on a honte d'être arabe, on a honte d'être de juif, on a honte d'être pauvre, on a honte d'être d'immigré. On ne nous le dit pas, mais c'est tellement évident qu'on avait toutes les raisons au monde de ne pas afficher notre statut d'immigré devant les camarades d'école. Donc, il ne s'agit surtout pas de parler de notre séparité. Donc, on l'a mise sous le tapis dans un premier temps. Après, je vais passer rapidement pour vous donner justement une trame narrative assez simple. J'arrive à l'âge de l'adolescence, là justement je m'engage dans le sionisme, et le sionisme, il faut comprendre, c'est aussi une solution pour dissoudre mon complexe séfarade. Pourquoi? Parce que le sionisme, c'est l'idée d'un homme nouveau. Vous connaissez la fameuse phrase de l'Internationale, du passé faisons table rase, le monde va changer de base, etc. Donc il s'agit d'éliminer tout ce qui pouvait exister auparavant, et on va naître un être nouveau qui n'aura plus, on fera plus de différence si vous étiez séfarade, ashkenaz, si vous étiez juif ou non juif, on va créer un nouvel univers. Donc, cet nouvel univers va nous permettre à nous, qui font partie de la classe opprimée, de la classe justement rejetée, de la classe séfarade ou arabité qu'on pouvait connaître par ce que j'ai connu à l'école publique, même si on n'en parlait jamais. En fait, on nous a toujours dit qu'en fait, la culture française, c'était la belle culture, et la culture arabe était une culture qui était une culture au rabais, une culture du bon sauvage. Et donc, il fallait Et donc, le sionisme, c'était une option pour nous de sortir de tout ça, de rentrer dans un nouveau mode où ça perdait toute pertinence. Voilà. Donc, on a étudié, dès qu'on est à la maison, mon père était rabbin, on étudiait les textes des rabbins, les textes du Talmud, les textes, les commentaires étaient évidemment tous faits par des rabbins ashkénazes. Encore une fois, on voyait qu'on avait une suprématie ashkénaze claire, puisque 90% des juifs jusqu'en 1940 étaient ashkénazes. Donc évidemment, le monde a changé depuis, mais les rabbins étaient évidemment, pendant les 3 ou 4 derniers siècles, étaient des rabbins ashkénazes, c'est ceux qui nous ont formés. Donc encore une fois, on avait encore ce sentiment qu'on était des gens qu'on tolérait, mais qui n'avaient pas grand-chose à dire. Voilà. Maintenant, face à ça, il y a encore un autre problème, c'est que la religion populaire séfarade respirait des incohérences, des contradictions, des compromissions.
tout ce qu'un jeune homme épris de cohérence cartésienne peut rejeter. Donc, chez nous, ce n'était pas comme ça, mais je voyais chez mes amis, ils font le kidouche et la télévision en même temps, etc. Des choses, ils prennent la voiture, toutes ces compromissions, toutes ces choses qu'aujourd'hui, on pourrait considérer au contraire comme une grandeur d'âme, on pouvait le voir à l'époque comme un manque de cohérence. Et ce n'est pas pour rien que beaucoup de séparades sont partis chez les Chabad, chez les Lubavitch, parce que là-bas, ils avaient l'impression d'une cohérence, alors qu'à la maison, c'était un peu du n'importe quoi. On faisait Shabbat quand ça nous convenait, mais quand ça ne convenait pas, bon, on faisait du bricolage. Donc, tout ça faisait qu'on n'avait pas vraiment on n'avait rien vraiment d'admiré pour ceux qui, comme moi, sont nés en France et n'ont pas connu vraiment la séphardité. Et voilà, donc mes sources, en tout cas mes sources d'intérêt intellectuel n'étaient vraiment pas là-bas. À la maison, c'est vrai qu'il y avait la cuisine qui était la cuisine tunisienne, c'est vrai qu'il y avait de la musique et les mélopées de la synagogue, mon père était rabbin, donc on était enveloppé, mais ça se limitait à ça veut dire que c'était un domaine extrêmement limité, un peu comme un folklore, c'était quelque chose qu'on était à la maison, mais certainement pas, on était séfarades à la maison et quand on sortait dehors, on était des êtres humains normaux. Donc on sortait, on oubliait tout ce qu'on pouvait ressembler. Je vois qu'il y a des gens qui bougent dans les écrans que je vois devant moi. Je comprends, mais je suis en train de vous décrire une situation. Est-ce que c'était positif ou pas positif? Est-ce qu'on avait vraiment le choix? Est-ce qu'on avait le choix? Parce que le discours omniprésent qu'on entendait en France était ce discours-là qui nous disait qu'en fait, voilà, en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Ça veut dire que chez les Arabes, ils ont du pétrole, mais ils n'ont pas d'idées. Et ça veut dire évidemment que ça veut dire qu'on nous disait en permanence que la culture arabe était une culture inférieure, même si c'était jamais dit d'une manière aussi brutale. Donc, en tout cas, moi, j'associais plus ou moins consciemment séphardité avec échec social, culture de la honte et de l'honneur. Ceux qui connaissent, cette côté de la hashma, la honte, faut pas faire ça, qu'est-ce qu'ils vont dire les gens, toutes ces choses-là qui empêchent, qui est complètement opposé à Sartre, complètement à l'idée qu'il faut justement être l'authenticité. On était tout le temps en train de se dire, qu'est-ce que vont penser les gens? Il faut toujours paraître autre chose que ce qu'on est. Toutes des choses qui étaient complètement opposées. Et puis ensuite, pauvreté et irrationalité. Donc, pour le dire comme Lévi-Strauss, avec la pensée sauvage. Donc, c'est-à-dire que cette idée, vous savez, du bon sauvage qui nous amuse, auquel on ne veut certainement pas ressembler. Donc, je ne voulais certainement pas ressembler à ce juif séfarade que je pouvais voir quand j'allais à la synagogue à Belleville, rue Ramponneau, ou à d'autres endroits pour ceux qui connaissent Paris, ou à des gens qui disent « Ah, t'as pas 5 francs pour Shabbat, t'as pas 5 francs pour Shabbat ». Toute cette culture de la pauvreté, de la mendicité, de la saleté, de la pauvreté, de l'exclusion sociale, c'était tout sauf ce qui pouvait m'intéresser. Vous pouvez bien comprendre, je préférais discuter de Kant et de Hegel avec mes amis juifs ou non juifs, mais certainement pas, et même mes amis séfarades, ils partageaient plus ou moins la même chose, même si on n'en parlait pas parce qu'on n'avait rien à en dire, ou pas grand-chose en tout cas. C'était plus une non-connaissance qu'une connaissance. Donc, c'était une contingence accidentelle. Par exemple, je vous rappelle simplement, parce que ceux qui ont un peu de culture juive savent aussi ça, la philosophe Simone Weil, qui est morte pendant la guerre, la philosophe disait en parole judaïque que ce n'est pas parce qu'on a une tare qu'il faut forcément s'en vanter et la passer à ses enfants. Elle ne voulait pas avoir d'enfants parce qu'elle avait honte. Elle disait que le judaïsme était une maladie mentale et qu'il fallait s'en débarrasser. Ben moi, je vivais à peu près ça par rapport à ma séphardité. Monsieur Derry, j'espère que ça vous fait plaisir. J'espère que vous partagez aussi ce sentiment envers tout ce qui est le séfaradisme et la culture orientale. Bon, voilà. À 18 ans, je suis parti en Israël. Et comme je vous l'ai dit, c'était aussi quelque part. J'y pensais pas, mais quand j'ai préparé cette conférence, tout à coup, je me suis dit, ben, ça devait être aussi ça. C'est que j'allais sortir de cette histoire, on allait devenir des Hébreux, on allait oublier nos... Et évidemment, comme vous savez tous, quand on arrive en Israël, on s'en prend plein la figure. Justement, c'est là qu'on découvre. Je rencontre ma famille, mes cousins qui sont venus directement de Tunisie, et je vois que je n'ai rien à voir avec eux, et j'ai une gratitude infinie envers la France, parce que grâce à cette France, je ne suis pas comme eux. Donc, donc on est complètement différents. On est dans une nouvelle situation. Et je me dis, bon, heureusement qu'on est passé par la France, parce que sinon, on ne connaîtrait pas Rousseau, on ne connaîtrait pas Voltaire, on ne connaîtrait pas la pensée complexe, on ne connaîtrait pas la pensée critique, on connaîtrait ni Foucault, ni Bourdieu, ni Lévinas. Qu'est-ce qu'on serait? De quoi on est fait? On est fait de mots. MOTS, qu'est-ce que ces gens comprennent de ce dont on parle? Je veux dire, bon, et il m'a fallu beaucoup d'années, des années plus tard, je suis parti chez ma tante Biba à Tibériade, et là j'ai vu comment elle mangeait, comment son mari faisait le kidouche le vendredi soir,
et elle buvait dans l'assiette, dans la soucoupe. Vous voyez, des choses comme ça. J'ai pu découvrir les beaux côtés de la séfardité et avec la complexité qui va avec, des choses qu'on n'accepte pas forcément, mais en tout cas qui avait quelque chose qui était authentique, qui n'était pas simplement quelque chose qu'on a essayé de rajouter. Des fois, on avait aussi le show. Vous savez, quand on allait à des mariages, il y avait le henné comme ça, les gens qui viennent sur des chameaux, des couleurs, etc. Mais c'était tout le temps un sentiment on savait plus où on se mettre dans tout ça. Et puis la superstition, tout ce qui va avec, quoi, tout ce qui va, les cinques, les poissons, tout ce qui pouvait qui n'entrait pas du tout dans notre image de la culture, de ce qu'on avait pu apprendre à l'école, en tout cas. Donc, et puis en Israël, on découvre le mépris profond des élites sociales envers les séfarades. Là encore, il n'est pas forcément dit, mais j'ai étudié au Technion, j'ai fait mes études d'ingénieur au Technion, et là, ni parmi les élèves, ni parmi les profs, il y avait de séfarades. Tout simplement pas. Je crois que sur les 9 millions de Technion, je ne sais même pas s'il y en avait, j'en ai jamais rencontré. Je me rappelle qu'une fois, il y a un gars qui étudiait avec moi et qui me dit « Quoi, tu t'appelles Maïman ? Mais tu n'as vraiment pas l'air du tout de t'appeler Maïman, tu as l'air d'être normal. » Voilà, vous voyez, donc à peu près… et donc, c'est comme ça que j'ai développé ce qu'on appelle en langage LGBT. Aujourd'hui, on appelle ça un passing. Voilà. C'est-à-dire que j'ai un passing ashkénaze parfait. Ça veut dire que personne ne me voit, les gens continuent à me parler en yiddish et personne ne peut penser personne ne peut penser que quand je m'habille en shraimel avec mes péotes, etc., etc., personne ne peut penser même que je suis pas complètement un des leurs. Et bon, c'était pour moi quelque chose qui m'a permis en tout cas de faire une promotion sociale en Israël et d'intégrer toutes sortes d'endroits où je ne sais pas si j'aurais pu le passer si j'avais eu un autre nom et si j'avais eu un accent ou des choses comme ça. Donc voilà. Toujours est-il que les jeux de l'amour et du hasard, je ne sais pas si ma femme est là, j'aimerais bien, je crois, peut-être, ont fait que j'ai épousé une Parisienne juive séfarade. Donc, alors, je lui ai dit que je l'ai épousée parce que je trouvais qu'elle avait une tête d'arabe et que ça me faisait très plaisir. Ça ne lui a jamais vraiment fait plaisir. Hein. Mais, donc, depuis, je l'ai dit une seule fois et je ne le redirai pas une deuxième fois. Mais c'était en pleine période où j'essayais de redécouvrir ma séfardité, etc. Je trouvais ça génial. Je trouvais ça, je sortais de l'INSEAD, j'étais directeur à la Générale des Eaux, responsable de la société au Canada et en Angleterre. Ouah, Estérica! Ouah. Et donc, et donc voilà, donc c'est extraordinaire, c'est extraordinaire. Donc, moi, mon idée, c'était de l'emmener en Israël à 4000 km de ses parents et de refaire là-bas un reformatage. Vous voyez, moi, j'avais passé 2 reformatages. Un premier reformatage en France, où j'avais oublié tout ce qui pouvait être la culture de la maison. Et un deuxième reformatage en arrivant en Israël, sans mes parents, où j'étais redevenu un Israélien, sabra, où on ne parlait que hébreu, sans accent. On voulait pas du tout on voulait rien avoir à faire avec toute cette culture. Donc, j'ai fait ça et finalement, la Providence a voulu que ces choses se sont passées un peu différemment, puisque ma mère, d'abord, puis mes beaux-parents sont venus habiter avec nous et j'ai été rattrapé pour mon identité. Donc, vous avez bien pu comprendre qu'on a été donc entouré par Papy Jojo, par Malissa, par Mamie Odette. Donc, on s'est retrouvés complètement habités par toute notre séfardité et toute cette tunisianité qui était omniprésente chez nous et dans laquelle on s'est retrouvés, qui nous a été rattrapé. Donc, un projet qui est assez classique, ce que je vous raconte si je devais résumer maintenant, un projet d'essayer de fuir tout ce qui pouvait être, ça aurait pu être le judaïsme, dans mon cas c'était la séfardité, et j'ai été rattrapé par mon identité parce qu'elle est plus forte que moi. Donc, pas forcément parce qu'il y a eu un plafond de verre, comme on parle souvent, peut-être aussi, mais peut-être parce que tout à coup, arrivé à un certain âge, on se dit, mais c'est quand même important ce genre de choses. Bon, après, je passerai sur plein de détails qui fait que je me suis retrouvé président d'une communauté juive tunisienne. Je ne sais pas si vous le comprenez. Après avoir porté pendant 10 ans un Shraimel sur la tête et être chez les Chassidim, mais je me suis retrouvé par les hasards de toutes sortes de choses, me retrouver tout à coup dans ce genre de choses. Toujours est-il qu'il fallait que je fasse quelque chose, ce dialogue interculturel dans ma tête. Je vous raconte mon histoire, mais en vérité, parce qu'elle est un peu paradigmatique, elle présente un peu des choses que vous avez vécues d'une manière ou d'une autre et qu'on ne peut pas faire. Je vous ai dit justement que je voulais faire justement construire un peu comme dans le Talmud. Donc comme le dialogue interculturel que j'avais dans ma tête avec l'arabité, la virilité ardente arabe, etc., j'en ai fait une thèse de doctorat. Hein. J'ai fait pendant 10 ans des rencontres entre juifs et musulmans. On a une organisation qui a encore 100 groupes de dialogue entre juifs et musulmans, rabbins, imams, etc. J'ai fait une thèse de doctorat qui
et je connaissais tellement bien le sujet donc de la rencontre entre les Juifs et les musulmans, puisque c'est sur le dialogue justement entre confluence entre mystique juive et mystique musulmane dans l'Égypte du XIIIe siècle, que ma thèse a été choisie comme meilleur doctorat de France. Vous voyez, donc prix du chancelier des universités de toute la France. Sur les milliers de thèses qui sont sorties, il y a une thèse qui est choisie comme la meilleure. Et évidemment, comment ça se fait, c'est que je connaissais mon sujet par cœur, puisque je parlais de moi en fait. Ce que m'a dit un jour Toby Nathan, j'ai lu ta thèse, mais non, je sais tout de toi. Je ne sais pas ce que je sais de la mystique musulmane, mais par contre, je sais qui est Dov Baïbol, parce que à travers la thèse, en fait, tu ne parles que de ton problème, de ton histoire, de qu'est-ce que ça veut dire être juif, arabe, qu'est-ce que ça veut dire cette arabité, qu'est-ce qu'on en fait. Comme on dit en anglais, si on vous donne des citrons, il vous reste qu'en faire une citronnade, donc c'est ce que j'ai fait. Donc il fallait que je gère tout ça avec avec toutes ces rencontres-là, et voilà. Toujours est-il que une fois qu'on a étudié tout ça et qu'on a fait on a brassé tout ça et qu'on se retrouve après des dizaines d'années, qu'on se retrouve, on commence à vieillir un petit peu et qu'on se rencontre avec nous, notre on s'aperçoit qu'en fait, il y a différents modèles de vivre ensemble et que l'arabité, la séfardité a quelque chose à nous apprendre. On a énormément de choses qu'on a appris. Par exemple, grâce à Dieu, quand ma mère est venue, et aujourd'hui ma belle-mère, qu'elle soit vivante en bonne santé, et ils sont venus. Et on a créé, on a mis un petit appartement mitoyen d'une autre avec un jardin en commun, et on n'a été ni le modèle de l'atomisation comme on était en France, où on était chacun chez soi, ni le modèle de la maison familiale où la belle-mère est finalement, elle, la maîtresse de maison. On a essayé d'avoir chacun notre vie privée, en même temps essayer d'articuler un nouveau modèle, un troisième modèle. On aurait à la fois la vie privée, à la fois la vie partagée et le vivre ensemble. Donc, on a essayé de créer des modèles qui nous ont permis de consacrer ça dans le réel, dans le concret. Voilà. Donc, pour vous dire que, par exemple, Lévinas fait la différence entre la mitoyenneté et le vivre ensemble. La mitoyenneté, c'est comme dans un aquarium. Vous voyez, les poissons se rencontrent, mais se passent à côté de l'autre, mais ne se rencontrent pas. La mitoyenneté, c'est comme des colocataires dans une maison, mais qui ne se rencontrent pas. Et le vivre ensemble, évidemment, c'est il se passe autre chose. Entre ces deux pôles, le long d'un spectre, en fait, on a quelque chose. Et le côté séfarade, évidemment, on a quelque chose qui pouvait nous aider. Donc, voilà. C'est ce que je voulais vous dire, en tout cas, sur ça. Maintenant, je vais passer à la deuxième étape pour aller un peu plus vite. Je n'ai pas de montre, donc je ne sais pas combien de temps il me reste, mais voilà, 20h34. Alors, voilà, 7h34 en France. Donc, je vais vous parler de 3 modalités où tout à coup, bon, merci Jocelyne pour ce que vous écrivez. Je m'identifie tout à fait et j'apprécie le S à la fin de je m'identifie parce que c'est aussi un des signes de la sévérité de mettre des S à toutes sortes d'endroits. Et soit l'impératif du singulier, de la seconde personne, soit même au présent. Et au contraire, j'admire, hein, je suis super content. Je trouve ça génial, le français, etc. Mais c'est pas moi, quoi. Je ne peux pas. Voilà, merci beaucoup. Bravo, je vois qui est derrière ce pseudo. Alors maintenant, je vais vous parler de 3 choses des modalités où elles apparaissent chez moi. La première chose, c'est la musique orientale. Donc, j'ai des enfants qui écoutent de la musique orientale. Je ne vous casse pas que ça me casse les oreilles. Mais bon, qu'est-ce que je peux faire? Apparemment, ils ont été influencés, je ne sais pas comment. Et ils ont aujourd'hui, ils trouvent ça très bien. Ils sont très bien là-bas. Eux, ils n'ont pas les problèmes qu'on a eus parce qu'ils ont quand même, ils sont dans un autre contexte. La deuxième chose, ce que je voudrais vous parler, c'est 3 choses. La commensalité juive, je vais vous dire ce que ça veut dire. Ensuite, le rapprochement judéo-arabe et judéo-juif. Et enfin, la troisième chose, c'est une forme d'attitude. Hein, ce que Lévinas appelle le quant à soi et l'être au monde. Je vais vous passer sur le langage technique philosophique pour parler d'un langage plus simple de l'attitude. On a une autre attitude. J'en ai un peu parlé à l'avance, mais je vais vous en parler encore plus. Alors, la commensalité juive. Commensalité, ça veut dire manger ensemble. D'accord? Alors, les gens vous disent, ah oui, la séfardité, c'est le couscous. Ok, j'ai entendu. Alors, vous savez un peu, le sionisme, il a pris l'étoile jaune qu'on nous avait collée en signe d'opprobre sur notre poitrine et on l'a mis sur notre drapeau. Vous voyez, comme on nous disait sale black, nous on a dit black is beautiful. Vous voyez, sale juif, on a dit nous, on est fiers d'être juifs. Et c'est un peu ça ce que je dis. Le couscous, oui, je le défends comme ou ce qu'a dit le parti chasse évidemment, qui dit l'arzir le yoshna, ça veut dire retrouver la gloire passée. Voilà, donc il s'agit de faire ça aussi. Le couscous, je vais vous dire, c'est quelque chose d'important. Alors vous me dites, mais en quoi ça? La commensalité, et Paris est la capitale mondiale de la gastronomie cachère, c'est pas pour rien qu'il y a 250 restaurants cachers, même en temps de Covid.
est un mix de la passion française pour la gastronomie et de la tradition de la bonne bouffe orientale. Donc, à travers la table familiale ou amicale, c'est un être au monde qui s'exprime. Alors, les intellectuels ont tendance à mépriser la pensée sauvage, la culture non livresque, qui disent non, il faut employer des mots, il faut écrire. Mais qu'est-ce que vous nous racontez? C'est quoi cette idée de faire la fête ensemble, ça baba, etc. Et moi, je dis, vous savez quoi? Aujourd'hui, on revient de cette idée qu'il n'y a que la pensée qui s'écrit et que la pensée qui est orale n'a pas de valeur. La pensée qui n'est pas articulée d'une manière. C'est quoi ce snobisme, cet orientalisme qu'on a voulu nous imposer? Ben, je vais vous dire, parce que le couscous, ce n'est pas que du folklore, c'est un plaisir partagé. C'est un plat qu'on partage en 8 ou en 10, et si on a des invités qui arrivent à l'improviste, eh ben on va le partager aussi. Vous comprenez ce que je veux dire? Je veux dire qu'il y a derrière ça quelque chose de beaucoup plus fort. Je vois Irid qui sourit, et je pense qu'elle aura beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Et voilà, je pense qu'il y a, vous comprenez, cette idée-là qu'on mange dans une même assiette, au milieu, et puis on se partage. Et puis s'il y a des gens qui arrivent, ben, il n'y a pas si chacun a son steak et chacun a son repas, ben, vous comprenez, on ne peut pas recevoir des gens, on a juste 3 chambres chez nous, une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants, un salon, on ne peut pas vous recevoir. Il n'y a pas ça chez nous, tout simplement. Cette idée-là, ça vaut tous les milliards du monde, ça vaut toute la pensée de Kant et de Hegel. Qu'est-ce que j'ai besoin de ces gens qui nous racontent des histoires qui nous ont finalement nous envoyer dans des camps de concentration? Comprenez? Après la fin des grands systèmes de valeurs, du communisme, du fascisme, du nazisme, etc. Ces grands systèmes qui pensaient inventer un homme nouveau et qui finalement nous ont menés à des centaines de millions de morts. Voilà, à côté de ça, nous, on est dans une pensée, on se dit, je voudrais revenir à quelque chose de beaucoup plus naturel, une pensée qui est prémoderne, ou qu'on pourrait peut-être appeler postmoderne, mais qui est en vérité une postmodernité qui reprend des dimensions de la prémodernité. Je suis désolé pour la digression un peu technique. En tout cas, je vais vous dire quelque chose de beaucoup plus simple. On revient à quelque chose d'encore plus simple, on revient à la Bible. Je vous ai dit tout à l'heure, j'en ai un peu parlé, je vais en parler plus tout à l'heure. La Bible, elle nous raconte pas des énoncés philosophiques. La Bible, c'est fait des histoires. Dieu raconte une histoire de la création du monde. Il aurait pu faire autrement. Il aurait pu nous dire un livre de loi. Il aurait pu nous raconter. Maintenant, on a décidé de passer par des histoires parce que derrière les histoires, derrière le récit narratif, c'est là qu'on fait passer les plus grandes valeurs par l'exemple, parce qu'on nous éduque, par le fait de nous inspirer par les histoires qui vont nous édifier. Vous voyez? Et je vous cite simplement ceux qui connaissent bien la Bible, le chapitre 24, 11. Ils virent Dieu, ils mangèrent et ils burent. Vous comprenez? Vaïrklou, vaïshto, vaïachazu et Elohim. Je ne sais pas si vous comprenez, ça veut dire que quand Moïse est parti avec les anciens au mont Sinaï, eh ben, ils ont mangé, ils ont vu Dieu. Donc Dieu se révèle, pour parler un langage quelque peu philosophique, au moment où on mange ensemble, où on prend de la bourra. Ah, tu veux de la miria? Ah, tu veux un peu de moura? Ah, tu veux ça? Tu veux un peu de la alamroud? Et toutes ces choses qui me paraissaient, quand j'étais jeune, profondément exécrable, insupportable, cette proximité, cette promiscuité, cette façon de parler, toutes ces choses-là, et ben finalement aujourd'hui elles valent plus que tout, parce que qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir? C'est d'être avec l'autre. Et tout ce dont les philosophes ont parlé de comment être avec l'autre, accepter l'autre dans son altérité, etc. De quoi on parle ici? On parle de quelque chose de très très simple. Et ben on fait la fête, on est dans le sababa, on est sympa, et on reçoit des gens, et puis on est sympa, et on rigole ensemble. Et ben tout ce vécu qui nous paraît tellement grégaire, tellement insignifiant, tellement superflu, et ben finalement, et ben c'est ça qui va faire c'est ça qui va nous donner du sens à notre vie au quotidien. Donc on ne peut pas considérer que ça n'a pas de valeur, puisque c'est ça qui donne du sens. Vous me dites, est-ce qu'on peut écrire un livre sur le sens? On prend les sociologues qui ont écrit des livres sur le suicide, on prend des gens qui ont écrit, et finalement, qu'est-ce qu'ils nous disent? Quand c'est que la vie a du sens, c'est quand on ne vit pas que pour soi, quand on vit avec l'autre. Seul, soit on se projette dans une dimension diachronique, soit une dimension synchronique, mais si on n'a pas une dimension où on a d'autres gens pour qui vivre, alors la vie n'a pas de sens. Hein, vous voyez, donc c'est quand même quelque chose d'incroyable. Et donc finalement, tout ça, ben, nous, on n'avait pas besoin de mettre des mots là-dessus. C'est tout simplement au niveau du vécu. Vous savez, dans 10 jours, on va célébrer la fête de Pessah, ou comme disait ma mère, elle appelait ça Bichar. Bichar. Alors, on peut revoter d'un revers de main cette soirée qui fonde la vie juive. Mais c'est quoi cette histoire? On va manger, on va jouer, on va faire du vécu. D'accord, mais on va essayer de. Non, il faudrait qu'on conceptualise, qu'on mette du sens. Mais non, c'est pas du tout. On n'a pas besoin de mettre du sens. On est simplement ensemble.
on est ensemble, ensemble, ensemble. On se revoit ensemble. Et c'est là. Et dans le temple de Jérusalem, des millions de juifs du monde se retrouvaient famille par famille et faisaient des méchouis réservés aux gens par famille. Et d'un autre côté, la fête de la Mimouna est un événement majeur du calendrier juif marocain. Et si cette fête est adoptée comme fête nationale israélienne, c'est pas seulement parce que par les stratèges et les décideurs politiques israéliens, c'est parce que c'est une fonction, elle a une fonction de cohésion sociale, une fonction de sécurité nationale. Vous comprenez, il s'agit de la même chose que des tanks et des avions. C'est-à-dire cette mimouna qui vous paraît un simple fait où les gens rentrent chez vous, mangent une moufletta, etc. Eh ben, en fait, c'est quelque chose, c'est aussi important qu'avoir des avions. C'est avoir un projet sociétal partagé, pour le dire en termes un peu plus techniques. C'est-à-dire cette idée-là où on est en un luxe. Il s'agit du même. C'est ça qui va faire le lien social. D'accord? C'est ça qui va faire qu'une société va fonctionner ou une société va s'écrouler. Donc, on ne peut pas considérer que ce soit simplement quelque chose d'accessoire. D'accord? Voilà. Maintenant, je vais vous parler d'une deuxième. Donc, la première chose, c'est la commensalité juive. Et je vais vous dire, donc j'en parle. On peut en faire, on pourrait écrire 400 pages sur la commensalité juive et quelle est sa fonction dans le judaïsme. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est à travers la table juive que les choses se passent. C'est là que il y a énormément de choses qui passent autour de la table. Et vous voyez bien qu'il n'y a pas une fête juive sans la cuisine, sans tout ça. Et on pourrait dire, mais ça n'a pas d'importance. Ben, c'est ça qui nous passe. Évidemment, ça existe aussi chez les Ashkénazes. Vous savez qu'en vérité, la grand-mère de Proust, elle ne faisait pas des madeleines. Je vous dévoile un secret. Elle faisait des Kneideler. Et quand il a écrit des madeleines, en vérité, il voulait dire le goût des madeleines qui lui rappelle son enfance et qui lui rappelle sa grand-mère. Ben, en vérité, il est en train de nous parler des goûts des Kneideler, c'est-à-dire des boulettes. C'est la même chose que quand moi je mange des boulettes et que tout à coup je me retrouve enfant de 3 ans. Comme je vous ai dit, j'ai tout oublié, mais il reste encore quelque chose, c'est le goût des boulettes de ma mère. Voilà, que je goûte pas suffisamment souvent. Alors maintenant, je vais vous raconter la deuxième dimension, puisqu'on est aujourd'hui dans un contexte où on a eu du rapprochement avec le Maroc, avec les Émirats arabes unis, avec Abu Dhabi et probablement d'autres pays qui vont arriver. Alors, je voudrais vous dire quand même que cette séphardité a aussi quelque chose de particulier. Je voulais vous dire qu'en le 3 au 6 août 1934 éclate le pogrom de Constantine. Je dis ça aussi sous la gouverne de M. Jean-Charles Zerbib, le roi des Constantinois. Donc voilà, donc éclate le pogrom de Constantine de triste mémoire. Il y a eu 25 morts, des massacres, etc. Parce qu'il faut savoir que l'arabité, c'est pas mal, mais aussi c'est les émotions, c'est l'affect, le débordement, et ce n'est pas que sympathique. Donc il faut voir les bons côtés, les mauvais côtés de ces émotions qui partent dans tous les sens, où on peut être très proche et à la fois aussi se détester, se haïr, alors que l'autre peut être plus réservé et être plus oxfordien, je dirais. Do you think so? Oh, I think so. Vous voyez, ce côté, comme on parle chez nous au JPPI ou ailleurs avec nos collègues américains, un côté où on est très, très posé. Et ben non, là-bas, ça va avec les. Voilà, ça sort comme ça. Et voilà que. Donc, le massacre est à Constantine et au même moment, à Beaune, c'est-à-dire ce qu'on appelle aujourd'hui la ville de Hadaba, qui fait partie du Constantinois, là-bas, il n'y a pas eu de violence. Et vous savez pourquoi il n'y a pas eu de violence? Parce que le Rav Rachamim Naori Zichrono Livracha, qui a été ensuite le rabbin du consistoire à Paris, est sorti bras dessus, bras dessous, avec le cadi, avec le chef de la communauté musulmane. Ils sont baladés bras dessus, bras dessous, ils ont traversé toute la journée, ils étaient tous les deux bouchés, ils ont serré les mains de tous les bouchers. Et les gens les voyaient, vous comprenez? Les gens les voyaient, et ils se sont dit non, c'est pas possible, on va pas les tuer les juifs. Voyez le cadi, le chef des musulmans, et avec le rabbin, et ces gens-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ça ne se fait pas en un jour. Mon grand-père aussi, cher Shimon Mimoun de Gabès, le chef de la communauté, a été protégé par les Arabes, alors que même qu'il était aussi pendant le pogrom en octobre 1941 à Gabès. Donc vous comprenez, et il a été protégé, en même temps c'est les mêmes Arabes qui tuent d'autres gens, donc c'est une relation très compliquée, une différence entre la relation individuelle et la relation compliquée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne se crée pas en un jour. C'est-à-dire que le Rav Rachamim Naori, il connaissait le Cadi depuis des années, il parlait de théologie, il parlait de la famille, il parlait de comment éduquer les enfants, comment parler à sa femme, comment régler les problèmes de couple. Il parlait avec eux de toute cette proximité, parce qu'évidemment, avec les musulmans, et vous avez compris que je connais bien le sujet, je suis responsable de la stratégie du peuple juif envers l'islam. Donc, avec l'islam, on a des proximités incroyables, on a des pratiques. Alors, il y en a qui ne mangent pas ça, et qui ne mangent pas ça, l'autre qui boit ça, et qui ne boit pas ça, un qui prie 3 fois par jour, un qui prie 5 fois par jour. Mais la notion de pratique religieuse, de commandement, cette notion de s'être soumis à Dieu, c'est des choses qu'on a en commun. Donc, évidemment, avec eux, on peut tellement de choses à dire. Et donc, ce lien qui s'est créé pendant des années,
À ce moment-là, il va sortir au moment du pogrom, au moment du conflit. Et donc, c'est à ce moment-là, c'est comme ça qu'il va falloir créer. Donc, il est clair que notre séfardité est un pont qui va nous permettre d'avoir des relations qui vont pouvoir nous aider énormément en passant sur ce mode-là. Il y a certains rabbins séfarades qui disent que, je me rappelle, Rabbi Yosef Azran, je me rappelle qu'il citait le Coran par cœur, etc. Et je l'ai vu parler avec des imams d'une manière incroyable, comment il leur parlait, on sentait la proximité incroyable. Et ben, avec des gens comme ça, on peut régler les problèmes avec les Palestiniens, on peut faire tellement de choses. Simplement, on n'a pas compris. Je vois les gens qui travaillent avec moi, qui ont écrit les accords d'Oslo, les gens qui vraiment que je vois tous les jours au travail, et ces gens-là ne comprennent rien au fait de l'arabité, de la séfardité. Ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre non plus. D'accord? Donc, je ne rentrerai pas sur des phrases plus dures, mais c'est tout simplement, c'est hors de leur portée. Donc, ce que je voulais dire, c'est une relation évidemment asymétrique, leur relation avec les musulmans, c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que j'invite à faire, mais c'est quelque chose qui peut nous aider énormément. Donc, l'idée, en fait, dans cette modèle, comment ça pouvait se vivre, dans ce modèle de la société où les Juifs et les Arabes vivaient un à côté de l'autre, et pourtant, il n'y avait pas de mariage entre les uns et les autres, très peu. Ça veut dire que les gens restaient chacun autonomes dans leur vie. Et c'est un peu ce qu'on vit aujourd'hui au Moyen-Orient. Nous ne sommes pas seulement des individus, comme dans la société de l'État-nation. Hein. Je fais une petite digression au niveau de la pensée, c'est que en 1791, le comte Adélaïde de Clermont-Tonnerre et l'abbé Grégoire vont dire tout pour les Juifs en tant que citoyens, rien que pour les Juifs en tant que nation. Donc les Juifs ne sont que des individus. L'État ne connaît pas la communauté. L'État ne connaît que l'individu qui fait l'école, qui va s'occuper de la veuve et de l'orphelin, qui va s'occuper des malades. C'est l'État qui va s'en occuper. Donc la communauté perd de ses prérogatives et n'existe plus. Et donc, la communauté va être perdue. Sinon, les Juifs ashkénazes aussi étaient dans la même dimension quand ils étaient dans leur autonomie. Donc, et tout à coup, on se retrouve avec un modèle où, alors que le monde séfarade et le monde qu'on a aujourd'hui en Israël, il y a un tampon qui s'appelle la communauté. La communauté est une force incroyable par rapport aux parents qui ne sont pas toujours capables de se mesurer avec leurs enfants. La communauté élargie est quelque chose qui nous rapproche, qui vont aider énormément. Il y a énormément de dimensions qui peuvent être la grand-mère, la famille élargie, la tribu, etc. C'est des choses qui peuvent beaucoup nous inspirer, qui peuvent nous aider. Voilà. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que cette arabité, cette séfardité est très importante. En tout cas, elle peut nous servir elle peut nous servir dans les dimensions qui se développent aujourd'hui au niveau international et au niveau évidemment entre juifs et juifs. Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est pas pour rien que chez les juifs d'habitude, même si on a un enfant et en Algérie, même si quelqu'un était boucher, vendait du porc et ouvrait sa boucherie le jour de Kippour, eh ben on l'acceptait en même qu'en notre maison. Ce n'est pas du tout la même chose que dans le monde ashkénaze où il y a eu là-bas, suite justement à la modernité, où on a rejeté les gens qui étaient, et on a fait une polarisation entre les gens qui sont profondément engagés et ceux qui sont plus éloignés. En fait, on est tous dans une dimension. De temps en temps, on est proche, de temps en temps, on est loin. Il faut justement s'accepter. Et si il faut accepter, il faut pouvoir accepter. C'est ça ce que je voudrais développer. C'est l'attitude. C'est le troisième point dont je voudrais parler. Je vais m'arrêter là. Sur cette idée-là, d'une attitude envers les enfants, envers les voisins, envers les ennemis, envers nos enfants, envers nos épouses et nos maris, etc. Donc, je le dire et je termine sur ça parce que après, je voudrais vraiment vous écouter. La pensée abstraite a échoué. Les visions systémiques, les grandes synthèses venues de Hegel et de Kant ont mené l'Occident au système du fascisme, du nazisme et du communisme. L'universalisme abstrait est susceptible de détruire. Je ne veux pas de cet universalisme abstrait, cet humanisme abstrait où on aime toute l'humanité, mais on n'est pas capable d'aider l'autre qui est juste devant nous. C'est ça ce qu'on voit dans l'Occident. On a vu des gens qui n'avaient pas, et ceux qui ont aidé, ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la guerre, etc., il y a des gens qui n'avaient pas complètement intériorisé cette différenciation entre l'esprit et le cœur. Il faut rajouter notre cœur à notre esprit. Et maintenant, je vais faire un peu de sionisme, vous me désolez, mais c'est moi qui ai écrit le plan pour l'Alliance des Juifs de France pour Netanyahou, donc vous comprenez bien que je souhaite vous voir tous en Israël. Avec le retour du peuple juif sur sa terre, on retrouve notre lien au réel, on retrouve au lien au corps, on redevient des orientaux. Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, les rois Salomon, le roi David étaient tous des orientaux, vous comprenez? C'était tous des séfarades. Qui c'est la Bible? C'est une histoire de séparades, c'est une histoire de tribus, c'est une histoire de bédouins. Voilà ce qu'on était, on était comme ça et voilà ce qu'on était. La Bible parle sur ce langage-là. Si on veut comprendre la Bible, il faut se remettre dans les chaussures, se rhabiller comme vivaient les orientaux. Le Talmud aussi, c'est des orientaux.
La Bible raconte des histoires, pas des énoncés philosophiques. Les sages du Talmud ne pensaient pas en concepts abstraits, ils pensaient dans la concrétude. Donc, et aujourd'hui, en Israël, on s'aperçoit que face justement aux divisions qu'on a entre juifs en Israël, on risque d'avoir de la haine envers les juifs plus orthodoxes ou moins orthodoxes, et les gens ne se comprennent pas. Il faut retrouver ce lien, cette façon d'être au monde, ce qu'on a appelé le quant à soi et l'être au monde, qu'on avait dans les pays orientaux, où il existait quelque chose où on pouvait ne pas être forcément d'accord. Il y avait aussi des bagarres, il y avait évidemment des gens qui ne se parlaient pas, des gens qui ne se parlaient pas et qui se détestaient, mais il y avait quelque chose qui était quand même un certain regard sur l'autre qui était quelque chose dont on a beaucoup, beaucoup à apprendre. Et que moi qui étais, comme vous allez comprendre, je suis une identité recomposée et que pour moi, je redécouvre tout ça sur le tard, eh ben, je vous dis que vraiment, on a besoin maintenant d'aller écouter nos anciens, d'aller leur demander comment vous faisiez, c'est quoi votre secret, comment vous avez fait, comment vous êtes débrouillé avec tout ce que vous avez vécu. Vous avez vécu en Afrique, vous avez vécu en Europe, vous avez vécu maintenant, vous vivez en Israël, en Asie. Comment vous faites pour vous mesurer avec tout ça? Comment vous mesurez comment vous faites quand vous avez un enfant qui ne fait pas exactement ce que vous voulez? Comment vous mesurez avec tout ça? Et leur demander et réapprendre tout ça pour nous construire à travers tout ça. Voilà. Voilà. Donc, j'ai fini ce que j'avais à dire. Je crois que j'ai plus rien d'autre à dire de toute façon, mais maintenant, je laisse la parole à Jean-Charles. Merci beaucoup, Dov. Comme je l'ai dit tout à l'heure, contrairement à ce que tu viens de dire il y a 10 secondes, non, je pense que tu pourrais continuer, mais comme tu l'as dit, on veut laisser aussi la parole à nos amis. Alors, il y a dans le chat quelques réflexions, quelques réactions. Alors, à propos de Constantine dont tu parlais tout à l'heure, on nous dit que les Constantinois étant super fidèles, grâce au message simple et gai de nos parents et grands-parents, le message joyeux, et là, sans vouloir approfondir dans cette identité, où sont nos raves, nos maîtres pour continuer les coutumes et à la halachot, c'est une réflexion. Alors, il y a une question qui est de Paul. Quel avenir pour la séphardité? Alors, c'est une vraie question. C'est la question qui se posait très fortement à Montréal, parce que ce qu'ils ont fait, en fait, tous les patrons de la séphardité, du judaïsme séfarade de Montréal, en fait, leurs enfants sont mariés en dehors de la communauté et n'ont pas vraiment réussi à pérenniser tout ça. Parce que la séphardité qui était uniquement au niveau du couscous et au niveau de l'être au monde, mais qui ne passait pas par un rituel structuré, par une pensée articulée. Je le dis, bon, là, je reprends mon langage normal, donc si c'est difficile, je pourrais reparler d'une autre manière, mais si on n'est pas capable d'énoncer d'une manière articulée nos principes et nos valeurs, on n'est pas capable de les transmettre aux enfants. Et ce qui s'est passé à Montréal, c'est qu'on a une partie. Montréal, c'est encore plus qu'à Paris, c'est pour ça que je le dis, parce qu'à Paris, c'est un peu différent. Et à Montréal, c'est passé. Alors, certains sont partis chez les Anglos, chez les Américains, ils ont adopté le modèle américain. Certains, les enfants séfarades, certains sont devenus complètement laïcs, ils ont quitté tout ça. Et puis, une partie sont partis chez les Chabad, Lubavitch, parce que là-bas, c'était structuré. C'était pas une fois le vendredi soir, quand c'est bien, on fait le kidouche, mais une autre fois où quand on a quand même une soirée à l'opéra ou un film, alors on va mettre la télé, on va quitter un peu tout ça. Donc, ça allait pas. Les enfants ne pouvaient pas, on peut pas transmettre aux enfants, leur dire que des fois on fait comme ça, mais quand c'est d'autres choses, il faut dire aux enfants un discours articulé qui vous dit quelles sont nos priorités. Et c'est pour ça et d'autres sont partis chez les Breslevers, Braslav, chez Sidney El Khalal, par exemple, qui a fait un très, très grand travail, qui a réussi à comprendre et apporter à ces gens-là un discours articulé qui peut correspondre et qu'on est capable de passer aux enfants. Donc, vous avez raison, un discours qui n'est pas articulé, on ne peut pas le passer. Et nous-mêmes, on n'arrive pas à le passer. Donc, il faut traduire cet être au monde, cette attitude, cette façon ces épices. Vous voyez, quelque chose qui est au niveau du presque rien et du presque rien, comme disait Yankelevitch, de presque rien, comment transmettre le presque rien? Comment transmettre ce presque rien alors qu'il est tout? Et c'est lui qui a les épices, comme chacun sait, c'est ça qui va faire qu'un repas est merveilleux ou magique. Donc, on ne peut pas en faire l'économie et pourtant, comment réussir? Donc, c'est une vraie question qu'il va falloir se poser. J'invite Jean-Charles à la mettre au menu. Je suis désolé, au menu de promenade séfarade, de faire ces promenades culinaires
de comment on fait passer justement, quand les choses ne sont pas articulées, parce que, bon, évidemment, vous prenez l'introduction du Yechavedat, vous savez, du grand rabbin Ovadia Yosef. Là-bas, il a 30 pages, et si Michael est encore avec nous, il pourra vous citer des citations de ce texte, où il explique c'est quoi la séfardité au niveau de la halakha. Et là, on a une vraie Torah, et Michael enseigne dans un Beth Midrash, une formation de rabbin, où on leur apprend la séfardité, où il m'invite parfois de donner des cours là-bas, sur des textes, sur des rabbins particuliers, de séfarades. Donc, il existe une façon qu'on trouve chez les séfarades, qui existe, les rabbins qui tout à coup faisaient, mon père était rabbin, il voyait les gens venir, il savait où ils habitaient, il savait qu'ils étaient venus en voiture, il leur disait rien, vous comprenez? Rabbi Braïtou, le Rabbi Abraham Smadja, chez qui j'ai appris, qui venait de l'Ariana, il est arrivé à Paris, et ben il faisait un minyan à 6 heures du matin, on entendait les gens avec l'argent dans la poche le Shabbat. Et ben ces gens-là, s'il n'avait pas fait ça, parce que ces gens devaient aller travailler, vous comprenez, les gens devaient aller travailler. Et ben, il a ouvert le minyan le matin, il avait déjà ça à Tunis. Hein, et ben, pourquoi il a fait ça? Et ben, ces gens-là, leurs enfants, finalement, ils sont devenus religieux. Les enfants sont continués. Et s'ils n'avaient pas fait ça, et les gens allaient à Juan-les-Pins, je me rappelle le Rav Chouchna qui racontait que les gens allaient à Juan-les-Pins, ils amenaient leur casserole, mais ils disaient, mais il n'y a pas de viande cachère là-bas. Il dit, c'est vrai, mais on fait le couscous quand même si c'est pas avec la viande cachère. Eh ben, ces gens-là ont gardé, grâce à ce couscous qui était peut-être pas avec la viande cachère, leurs enfants finalement ont continué et sont restés juifs et ont continué la tradition. Donc, on ne sait pas par où ça va passer. Il faut pas. Shlomo Karlebach, qui n'est pas forcément séfarade, mais qui est chassid et donc qui est pas loin, il disait, quand le jour où tout à coup, vous voulez faire une bonne action, vous voulez faire un acte bon autour de vous, et tout à coup, votre Yetzerara, la force du mal, vous dit, votre cohérence intérieure, votre rationalité vous dit, mais tu peux pas, toi, tu es un homme qui ne respecte rien, comment toi, tout à coup, tu veux faire une bonne action, tu veux faire le Seder, tu veux faire Pessah, mais tu manques la matzah, mais tu n'as jamais rien fait dans ta vie, sois cohérent. Tu lui dis, je ne t'écoute pas, tu es un menteur fini, et moi, je continue à faire ce qui est bien. Il ne faut pas oublier, pas avoir peur de faire ce qu'on a envie de faire. Quand tout à coup, on a envie de faire quelque chose de bien, il ne faut pas se demander si c'est cohérent ou pas cohérent. Cette incohérence, il faut favoriser et encourager l'incohérence. Cette incohérence-là, eh ben, il faut savoir que c'est grâce à elle qu'on avance. Mon père savait que les gens habitaient loin et il faisait semblant de ne pas voir. C'est ce qu'on appelle fermer un œil et ouvrir l'autre. Bedi Avad. L'Echatrila chez le Bedi Avad. C'est quelque chose d'incroyable. Eh ben, il laissait les gens et finalement les gens ont déménagé, sont venus habiter à côté de la synagogue. Vous comprenez? Eh ben, il faut savoir aussi, tout ça c'est un modèle séfarade qui n'est inaudible dans un discours de rabbin Ashkenaz. Donc, vous dites, quel est l'avenir de tout ça? Pour ceux qui sont en Israël, ça passe, parce qu'en Israël est en train de venir aujourd'hui 50% de séfarades. Vous voyez bien qu'on a toutes les chances pour qu'au gouvernement et partout, il va y avoir énormément de séfarades à peu près partout. Donc, la séfardité en Israël est garantie. La pérennité de la séfardité en Israël, même si elle a été transformée, même si évidemment elle est passée par le sionisme, elle n'est plus exactement de la même chose, mais il reste quelque chose qui va se transmettre. En France, je ne sais pas comment ça va se passer, mais il va se passer quelque chose. Rien ne disparaît, rien ne se perd, tout se garde. Donc, il ne faut pas non plus être très inquiet. Il y a des choses qui se passent. Moi, j'ai, grâce à Dieu, mon nouveau gendre est séfarade. Et donc, c'est la première fois qu'on a un vrai gendre séfarade. Et voilà, donc il y a des choses qui peuvent arriver, quoi. Ça peut se retrouver, on peut continuer. Il y a des gens il faut évidemment, comme on est à contre-courant, comme toutes les identités qui ne sont pas l'identité de la culture dominante, eh ben, il faut faire un effort pensé et articulé pour réussir à ce que ça se perpétue. Sinon, évidemment, si on va avec le courant, hein, et les kabbalistes disent que c'est les poissons morts qui vont avec le courant, les poissons vivants vont à contre-courant. Alors celui qui va aller à contre-courant, celui qui veut rester ce qu'il est face à la culture dominante, celui qui veut rien faire, ben, s'il va pas faire l'effort et que c'est pas suffisamment important pour lui, je respecte, je comprends, et ben il va devenir comme tout le monde. Et c'est pas très grave. Alors il peut faire le choix de se délocaliser et d'aller habiter où il y a des gens qui, la culture dominante sera ainsi. Donc c'est aussi possible. La seule façon que je peux proposer concrètement, et bon, parce que mon métier c'est quand même faire de la stratégie, donc concrètement à ceux qui veulent aller vous installer près d'un endroit où il y a beaucoup de culture séfarade, et là vous aurez peut-être une possibilité de la transmettre aux enfants. Et même si on ne mettra pas des mots, sinon il faut mettre des mots et réussir à la penser, et mettre des mots, c'est plus compliqué. Merci. Je voudrais laisser, avant de laisser la parole dans quelques instants à André Derry, tu as abordé la question d'Israël et justement, Bélasri ou Blasri, je ne sais pas comment il faut le prononcer, Brigitte. dit
malheureusement, en Israël, encore aujourd'hui, les Sfarades se sentent discriminés et inférieurs. J'ai l'impression que là, on définit beaucoup plus ce qui se passe avec les Éthiopiens qu'avec les Sfaradim, ce qu'on appelle les Sfaradim. Je pense de ce point de vue-là. Il est vrai qu'il y a quelques semaines, les journaux israéliens parlaient beaucoup du nouveau QG de Tsahal, où on nous citait un nombre incroyable parmi les nouveaux généraux qui étaient d'origine, enfin qui étaient eux-mêmes sfarades, comme présentant cela comme étant effectivement la fin de ce qui aurait pu être un problème pendant longtemps. Alors, il y a encore un problème sfarade en Israël? Oui, 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 bien sûr, oui, oui, bien sûr. Je crois que c'est quand même aujourd'hui. Alors là, je vais dire deux choses. D'une part, c'est encore aujourd'hui très difficile. Il est clair que dans certains domaines, d'abord les élites intellectuelles et les élites académiques et les élites dans le monde de la high-tech sont très, très peu séfarades. Donc, est-ce que quelqu'un qui est séfarade, à cause de son nom, est-ce qu'il va avoir un problème? Moi, j'ai un gendre qui a pris le nom de sa mère, Axelrod, plutôt qu'Ohayon, pour pouvoir rentrer à la yeshiva. Donc, ça, dans le monde ultra-orthodoxe, certainement. Certainement, il y a encore au moins une génération de retard, au moins une ou deux. Et est-ce que le monde séfarade est-ce que ça dérange pour des gens qui veulent rentrer dans un bureau d'avocat, etc. Mais comme il y a aussi une obligation, grâce à Arié Derry, justement, qui porte le nom comme Monsieur Derry, donc Arié Derry, lui, il a obligé aujourd'hui que dans toutes les tables rondes, dans toutes les émissions de radio, de télé, on doit avoir, il les oblige, il les met devant leur réalité en leur disant, je veux avoir, et pas seulement des techniciens dans le back-office, je veux en présence. Et ça commence à rentrer partout. On a réussi à faire changer. Notamment, ce qui a changé en Israël, ça a été les Russes, d'une manière assez paradoxale. Ceux qui ont fait rentrer la musique orientale à la radio et à la télévision, ça a été justement le million de Russes qui sont arrivés, qui, eux, ont adoré la musique orientale. Donc, aujourd'hui, est-ce que le monde séfarade, c'est presque inévitable. Je veux dire, je vous dis quand même entre nous, que si les séfarades étaient arrivés directement du Maroc ou de Tunisie ou d'Algérie, ils avaient créé le pays d'Israël, je ne sais pas si on aurait de Sahel aussi efficace qu'on a aujourd'hui. Donc, je continue à avoir des sentiments ambivalents, je vous l'ai dit. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer par contre? Ce que je crains, et c'est ça qu'il va falloir faire très attention, Jean-Charles, c'est qu'il va y avoir une revanche. On va avoir une revanche. On va avoir une revanche. Et j'entends des Ashkenazes qui me disent, il va falloir qu'on se retrouve des racines séfarades, comme a fait Bibi Netanyahu. Vous avez vu qu'il s'est dit, nous sommes des descendants de Maran. Parce que tout à coup, il commence à comprendre qu'à un moment ou à d'autres, après avoir opprimé les séfarades pendant longtemps, et moi, je ne vous cache pas que les gens avec qui je travaille, certains disent que ça a été, encore aujourd'hui, continuent à dire que ça a été une erreur de faire venir les séfarades dans les années 50 ou 60. Donc, c'est quelque chose d'encore présent. C'est pas quelque chose de complètement aberrant. Ils le diront pas publiquement, bien entendu, et c'est des gens qui sont des postes importants au gouvernement, etc. Mais c'est des gens qui disent, ma mère disait que c'était pas bien voilà, au nom de sa mère, voilà. Ma mère disait que c'était pas bien d'avoir fait venir les Juifs séfarades en Israël. Pourquoi on a fait venir ce genre de population? Donc, oui, il reste encore quelque chose. Les gens ont beaucoup souffert, ils ont construit ce pays, ils sont morts pour ce pays. On peut pas leur en vouloir. Et aujourd'hui, évidemment, ceux qui ne savent pas les chiffres, c'est qu'on a un tiers des mariages se font aujourd'hui. Normalement, si on était complètement d'une manière aléatoire, on devrait avoir, il y a 50% de séparats, 50% d'Ashkenaz, on devrait avoir 33% de mariages Ashkenaz, 33% de mariages séfarades et 33% mélangés. On a 28% de mariages mélangés. Et aujourd'hui, quand je vois mes étudiants, que ce soit à Jérusalem ou à Beersheba, j'ai au moins la moitié qui sont mélangés entre Ashkenaz et séfarades. Donc cette histoire est finie. Et maintenant, il va savoir la conserver. Et en général, elle va se conserver, elle va garder des choses. Il y a beaucoup de choses qui sont passées. La culture israélienne, d'abord méditerranéenne, et on est entouré par 400 millions d'Arabes. Donc, évidemment, on ne peut pas oublier notre arabité. Hein, vous savez, on ne connaît pas. Mais par rapport à la question de Brigitte, oui, il existe encore. Il existe. C'est moins grave qu'il y a 20 ans. C'était. Voilà, Brigitte Sarfati, bien sûr. Et Brigitte Lasry-Sarfati, d'accord. Alors, donc, c'est beaucoup moins qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans quand je suis arrivé en Israël, mais ça reste encore quelque chose. Ok, c'est comme ça. Mais ça a toujours été comme ça. Je peux vous dire simplement, les Juifs de Bordeaux, quand on leur a donné la nationalité française, ne voulaient pas que les Juifs alsaciens, donc les Ashkenazes, reçoivent la nationalité française. Donc, on est dans un modèle
des élites en place et la reproduction des élites qui ne veulent pas accepter les nouveaux entrants. Donc, c'est du corporatisme pur. C'est pas simplement. Et après, il va falloir faire un effort de redorer le blason de notre identité. Il va falloir faire des émissions comme ce soir. Il faut qu'on reprenne qu'on s'affiche comme séfarade. Je ne crois pas que je suis capable de le faire dans mon travail, mais je pense que ça pourrait être fait par certaines personnes pour afficher notre séfardité et dire à la gloire de la séfardité. Pourquoi pas, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, comme tu as pu le voir, on salue Brigitte Serfati Lasri. Une certaine Gladys Roussy, que tu ne dois pas trop connaître, dit Kola Kavodov. Ouais. Je la salue. Et Sultan nous dit superbe parcours, riche, coloré et bien pimenté, puisque tu parlais tout à l'heure de piment. On est donc tout à fait dans la thématique de la cuisine. Donc, ça suit. Alors, je voudrais donner la parole, avec votre permission, à André Derry, le président, qui a sûrement des choses à dire et pour réagir à ce qui a été dit déjà. Oui, oui, bonsoir. Merci à Dov Maïmon pour sa promenade magistrale. Au début, j'étais un petit peu inquiet parce que j'ai vu dans votre enfance que vous aviez un petit peu perdu tout contact avec le séfaradisme. Et puis alors là, c'est arrivé, ça a explosé complètement. Là, on ne peut pas dire que vous avez tout oublié, vous avez plutôt tout retrouvé, on dirait. Et là, j'étais vraiment ravi de vous entendre à ce sujet. Alors, pour ce qui concerne la Fédération séfarade et ce que l'on fait pour maintenir la séfaradité, je voudrais rendre hommage à nos associations membres de la fédération, notamment par exemple Aki Estamos, qui fait un travail magnifique, qui tous les 2 ans fait une université sur le séfaradisme, parce que vous avez beaucoup parlé des rapports des séfaradis musulmans, mais il y a ceux qui sont venus de Salonique, ceux qui sont venus des séfarades qui à l'origine étaient du Portugal et d'Espagne et qui sont allés ailleurs. Donc Aki Estamos fait un travail remarquable, aussi bien dans la mémoire de la musique que dans la culture pure. Je voudrais que Romani maintient le piout le marocain et que les gens viennent de partout pour assister à ces offices. Malheureusement, depuis 1 an, on ne fait plus les kidouches, mais c'était la convivialité assurée, c'était cette chaleur que vous avez évoquée dans le repas et dans le couscous. Et effectivement, d'ailleurs, même le psalmiste, il le dit, le soir du vendredi soir, quand on se met à table, on dit que c'est autour de la table qui représente un petit peu et qui permet cette union. Et également, je voudrais rendre hommage également à mon ami le Rav Ariel Message, qui depuis le début de l'année fait des Melavé Malka, où il fait intervenir des rabbins, des chanteurs, et qui maintient une tradition. Tout ça, ce sont des traditions séfarades. Et tout ça, ça permet, avec les nouvelles générations qui fréquentent aussi bien les conférences, les offices, et tout ça permet de maintenir le contact. Et je sais qu'il y a une relève. Je sais qu'il y a une relève. Et ça n'a pas empêché, vous savez, tous les séfarades qui sont venus d'Afrique du Nord, de Salonique ou d'ailleurs, ceux qui ont habité comme vous en France, bon, nous avons été en contact également heureusement avec la culture française, et nous l'avons tous apprécié, et Rousseau et Voltaire et tous les grands écrivains. Et je vous ferai remarquer qu'à l'INIO, la majeure partie des étudiants de Lévinas, c'était des gens qui arrivaient du Maroc. Donc, ça ne nous a pas empêché à la fois d'avoir la culture européenne, occidentale, tout en revendiquant une certaine, le passé de notre culture. Moi, la première réunion que j'avais faite de mon comité directeur quand j'étais le président de la fédération, j'avais demandé à mon ami Ariel Messas pourquoi à chaque fois que les rabbins, et là vous l'avez évoqué, que les rabbins
font un Dvar Torah, ils citent le Rav Soloveitchky des rabbins ashkénazes. J'ai dit, nous avons de grands rabbins dans le passé qui sont séfarades et que l'on pourrait étudier. Et il a ainsi redécouvert un de ses ancêtres, le Rabbi Raphaël Berdugo, qu'on appelait le Malach Raphaël, et qui chaque semaine maintenant, il fait un Dvar Torah en faisant appel à ses commentaires. Et il y en a beaucoup d'autres. Et le Ora Haïm, vous avez Maïmonide, bien sûr, mais c'est un passé exceptionnel. Je crois qu'on commence un petit peu à prendre conscience. Au début, il y a eu cette petite, entre guillemets, honte que vous avez évoquée de ce passé. Mais maintenant, je crois que la plupart revendiquent leurs racines et la qualité de ces racines. Bon, donc, je suis vraiment très heureux de vous avoir entendu, d'avoir vu votre évolution, entre guillemets, et je suis moi très optimiste. Je pense que, bien sûr, qu'en Israël, il y a encore quelques petits problèmes, mais je reconnais évidemment que vous avez évoqué le fait que est-ce qu'on aurait eu de ça, peut-être que vous avez raison, hein, donc, mais je pense que les séfarades ont également été le corps de cette armée aussi. Et puis, on a vu émerger de grands généraux séfarades. Et je crois que le changement a été quand Menachem Begin est arrivé au pouvoir. C'est là qu'on a commencé un petit peu à moins mépriser les séfarades. Et c'est un combat qui n'est pas encore complètement gagné, mais je crois qu'il y a un très grand pas qui a été franchi. Mais de toutes les façons, ce qui nous intéresse, nous, c'est conserver un petit peu de notre mémoire. Mais pour nous, le peuple d'Israël est un peuple un et qu'il n'est pas question de dénigrer ni les Ashkénazes, ni les Éthiopiens, nous sommes un même peuple, mais nous revendiquons une certaine sensibilité. Et je pense que cette sensibilité, bon, pour les gens de mon âge, c'est facile, mais je crois qu'il y a quand même une transmission. Si je vois autour de moi, parmi les jeunes, parmi les qui fréquentent les... En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris de votre temps, qui est vraiment, d'après ce que j'ai vu avec vos diplômes et vos fonctions gouvernementales, c'est vraiment très, très remarquable de votre part de nous avoir consacré ce temps. Merci. Merci André. Alors, pendant que Dov se retient de répondre, mais tout à l'heure je laisserai la parole pour conclure, il y a Paul Crissy qui voudrait intervenir. Oui, merci Jean-Charles de me donner la parole. J'espère qu'on m'entend bien. J'ai parfois des coupures. J'espère que le son parvient jusqu'à Dov Maimon, que je remercie pour sa conférence qui évoque des souvenirs d'enfance. J'habitais rue Julien Lacroix, à 20 mètres du Talmud Torah, du Koteb, comme on disait. J'étais aussi un élève de Rabbi Braitou, Zichrono Lebracha. Et avant lui, des Ashkenazim, puisque je suis arrivé à Paris en 57. Les séfarades n'étaient pas encore très, très nombreux. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un problème d'identité dans tout le discours, tout le déroulé de Dov Maimon. Ça rejoint en fait le premier livre d'Albert Memmi. On se sent, on a du mal à s'identifier. J'ai toujours fait mienne la phrase du rabbin Sirat, ancien grand rabbin de France, qui vit d'ailleurs à Jérusalem, et qui disait avec beaucoup, je trouve, de pertinence que tout juif est juif. Est-ce que c'est pas un peu la morale de cette histoire? Parce qu'il y a des passerelles quand même entre nos communautés qui sont parfois très, très différentes, même dans le pays. En Tunisie, je suis pas très sûr qu'il y ait eu beaucoup de fraternité ou d'appréciation peut-être entre les Juifs de Tunis et ceux d'une autre ville. Pire encore, peut-être même entre ceux de Tunis, mais d'un quartier différent. Mon père habitait la Hafsia, par exemple. C'était pas très très élogieux d'habiter ce quartier. Enfin, c'était pas un notable. Voilà. Par exemple, mon grand-père était totalement analphabète. Il ne parlait pas le français. Voilà. Bon, j'imagine que c'est la même chose peut-être au Maroc ou en Algérie. Voilà. La méfiance de l'autre, y compris dans la communauté juive, est finalement un phénomène naturel. Alors, restons unis. Je crois que c'est un bon principe qui vient d'être évoqué par André Derry.
Merci beaucoup. Donc, c'est de Tunis même, comme disent les Tunisiens. Moi, je suis né à Tunis. Je suis né à Tunis, Kodem Bab el Khadra, voilà, à côté de la Porte Verte. Mon père vendait des légumes, donc c'est pas le hasard peut-être. Ça s'appelait la rue Émile Duployer. Maintenant, ça a changé de nom. Hein, c'est plutôt arabisant comme nom, voilà. Que je n'ai pas connu puisque je suis venu. J'étais un nourrisson. Merci beaucoup. Alors, il y a quelqu'un d'autre qui fréquentait la rue Julien Lacroix, mais plutôt le petit office Ashkenaz qui est avec nous ce soir. Dan Cussin, on le remercie d'être là. Voilà. Donc, voilà, il y avait aussi quelques Ashkénazes qui étaient restés à Julien Lacroix et tout le monde et tout ça se vivait très très bien ensemble. Dov, quelques Ce mots. que je peux vous dire en tout cas, c'est que j'avais une réunion hier avec Bougie Herzog, le patron de l'agence juive, et le sujet était sur ce qu'on appelle the new joiners to the Jewish people, les nouveaux joignants du peuple juif. Et c'est un sujet exceptionnel. Il faut savoir que je vois qu'il y a quelqu'un qui vient de Mexico, et Albert Levy. Sachez qu'en Amérique du Sud, il y a tout à coup des centaines de milliers de personnes qui se disent descendants des Maranes et qui veulent revenir au peuple juif. Il y en a aussi beaucoup en Italie, partout dans le monde. Il s'agit de quantités absolument astronomiques. Donc, on est dans un nouveau modèle et dans ce modèle-là, justement, et là, encore une fois, on entend le discours qu'on a entendu de M. Paul Chrissy, à savoir que tout à coup, il y a des gens qui ont tendance à dire, et c'était déjà Dieu par rapport à Moïse qui disait, je ne veux pas de ce Erev Rav. Pourquoi tu nous amènes ces gens en plus, là, ces gens qui ne sont pas exactement comme nous? On voudrait rester un peuple avec une certaine pureté ethnique. Et voilà, on a la même chose. Pourquoi je vous dis ça? C'est que, en fait, je disais hier, vous savez quoi? On s'est habitué à être un petit groupe de juifs et haïs, unis par la haine universelle. Et on a très bien vécu pendant 2000 ans dans ce modèle-là, dans ce paradigme-là. Et tout à coup, on est dans un nouveau modèle où tout à coup, il y a des centaines de milliers de personnes, peut-être des millions de personnes à travers le monde qui veulent rentrer dans le peuple juif. Évidemment, en 1942, il n'y avait pas la queue pour recevoir une étoile jaune. Et tout à coup, maintenant, il y a la queue pour recevoir le vaccin, pour recevoir le passeport bleu israélien, pour recevoir le passeport vert, pour faire partie de recevoir la Torah. On voit des synagogues qui se remplissent. Il y a des 260 communautés qu'on appelle émergentes, c'est-à-dire des communautés émergentes de gens qui ne sont pas des juifs et qui se revendiquent descendants des Maranes et qui sont partout. Donc, c'est absolument astronomique. J'ai travaillé pendant 6 mois sur ce projet parce que c'est un projet, évidemment, qui veut dire qu'on peut se retrouver tout à coup, que l'avenir des Juifs ne sera pas forcément… Les Juifs ne seront plus tous Ashkenaz. On va aller voir un monde où on a plus ce qu'on appelle aux États-Unis Jews of Colors. Ça veut dire qu'on va avoir des Juifs avec plein de couleurs. On va avoir des Juifs de plein de couleurs, un peu comme chez Benetton. Et donc, on va avoir des Juifs de couleur, on va avoir de plus, et on va vers ça. Donc, et dans tout ça, il va falloir faire ce que nous a dit un peu M. André Derry et ce que nous dit le président d'État d'Israël, Reuven Rivlin, à savoir, on est des tribus, et ce que dit aussi le Rav Ovadia Yosef, qui dit qu'il faut qu'on arrive à garder notre spécificité et pouvoir faire ensemble tout ce qu'on peut faire ensemble. On fera séparément ce qu'on ne peut pas faire ensemble, mais on va réussir à travailler ensemble pour que notre diversité, on va célébrer cette diversité si on arrive à le gérer. Alors, on va pouvoir justement célébrer et chacun va apporter un peu comme de la musique. On va écouter, un préfère Mahler et l'autre va préférer Ravel, et c'est pas grave, on va pouvoir écouter tout ça ensemble, on va écouter aussi nos différents repas, on va pouvoir écouter et s'enrichir mutuellement. Et donc, il faut garder notre tradition, il faut garder nos traditions, il faut réussir à se retrouver soi-même, parce que si on est dans le déni de soi-même, on pourra jamais ni être heureux, ni être vraiment au plein épanouissement. Donc, c'est pour ça aussi que si je devais résumer mon parcours, ce que j'ai voulu dire, c'est que j'étais dans un déni, dans une forme de refoulement de toute cette arabité, de toute cette séphardité, et je ne savais pas quoi en faire, mais je me suis rendu compte à un moment qu'on ne peut pas mettre sous le tapis trop longtemps, ça ne peut pas marcher. Il va falloir faire ressortir tout ça, il faut qu'on le gère, et si ça ne sort pas chez nous, ça sortira chez nos enfants, ça ressortira d'une manière ou d'une autre, et autant que ça sorte d'une manière structurée, qu'on le fasse d'une manière en articulant ce qu'on est en train de dire, en essayant de vivre tout ça et la séphardité. Je connais le livre d'Albert Memmi que je n'aime pas du tout, qui s'appelle « Du malheur d'être juif au bonheur d'être séfarade ». Là-dessus, évidemment, le portrait du colonisé est un livre superbe. J'avais fait un entretien
de Albert Memmi où je parlais de ça pour le journal Macor-Rishon qui a été traduit aussi en anglais et en français, qu'on peut retrouver sur différents endroits. J'ai reçu un livre justement où il était dedans, là, une compilation des articles sur Albert Memmi, donc c'est un entretien que j'avais fait avec Albert Memmi. Les livres qui vont nous parler de la séphardité, je pense que Shmuel Trigano a écrit sur la séphardité. Je pense que ça, vous allez le voir dans différents. Et puis quand on aura Michael Ben-Admon, lui, il va vous dire vraiment des choses structurées sur la façon de penser les rabbins séfarades. On a aussi comment il s'appelle Yitzhak Chouraki, qui lui a aussi énormément travaillé. Le rabbin Yitzhak Chouraki, qui est un jeune qu'on a étudié pendant longtemps ensemble, qui eux ont vraiment, vraiment travaillé sur ce sujet-là. Ils vont vous dire, voilà comment on arrive à faire passer un message avec un contenu ou une réflexion sur le fait séfarade, mais c'est encore des choses à écrire. Je crois qu'il s'agit vraiment de faire des colloques, que ce soit à Paris ou au Maroc ou en Israël ou ailleurs. Eh ben, il faut faire un colloque, il faut falloir peut-être même sur Zoom et publier un peu ce qu'on est. Il va falloir des contributions pour réussir à mettre en place un contenu à ce qu'on essaye de dire. On ne pourra pas rester qu'avec les épices et le piment. Il va falloir mettre du contenu, il va falloir y travailler. Voilà. Merci beaucoup à tous pour tout ce que vous avez fait et ce que vous faites. Merci beaucoup, Sedov. C'est nous qui te remercions. Tu nous as, je pense, ouvert des voies. Tu nous as aidé à réfléchir sur ces questions-là. Certains ont parlé tu as parlé du tapis, donc certains te remercient d'avoir fait sortir ce qu'il y avait sous les tapis. Je suppose que c'est dû à l'ambiance générale du moment avec le nettoyage de Pessah où on secoue les tapis. Donc c'est pour cela qu'on fait référence à cela. En tout cas, moi, je tiens à te remercier personnellement et nous continuerons maintenant que les restaurants sont ouverts chez nous. J'espère que nous continuerons très bientôt autour d'un bon café ou même plus. Alors, nos promenades sfarades vont laisser passer la fête de Pessah pour pouvoir se consacrer à nos familles, à nos enfants et à transmettre. Notre prochaine rencontre a lieu le 7 avril avec Georges Bensoussan, le docteur Georges Bensoussan, qui nous parlera de l'état d'Israël face à la Shoah, puisque nous ferons ça le soir de Yom HaShoah, et donc la construction d'une mémoire, et bien sûr, il est question, encore une fois, en particulier des Sfarades. Des noms ont été évoqués tout à l'heure. On a parlé de cuisine. Alors, le 5 mai, c'est un chef cuistot qui nous fera un cours sur de la cuisine sfarade. On mangera concrètement, pas uniquement de la théorie. Et il y aura aussi d'autres intervenants, Yossi Sherbit, Denis Sherbit, mais celui dont tu as parlé tout à l'heure, qui était avec nous un moment, mais qui m'avait prévenu qu'il avait un cours, Michael Ben-Admon, qui lui interviendra début juin, effectivement, sur ces questions liées de Halacha Sfarad. Voilà. Merci beaucoup à vous tous. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Pessah. Je remercie tous les participants. Merci au président de la fédération, André Derry, et je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci et à très bientôt. Au revoir. Merci à tous. Et à Aksameya. Bon, comment on sort d'ici? Comment on sort? Quel livre?